Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition d'Autour du monde et notre destination c'est l'Afrique. Amorçons notre rencontre avec cette nouvelle concernant notre pays, l'Égypte, étant donné que le Premier ministre Mostafa Madbouli a assisté aujourd'hui mardi au lancement de l'initiative présidentielle Abouab al-Khir ou les portes du bien, parrainé par le président Abdel Fattah el-Sisi en coopération avec le ministère de la Solidarité sociale et le Fonds Tahya Mosr. Cette initiative vise à renforcer les actions de solidarité et à soutenir les familles les plus vulnérables à travers le pays dans le cadre des efforts de l'État en faveur de la justice sociale. L'Égypte présente ses condoléances au Nigeria suite à l'attaque terroriste perpétrée par l'État dans l'État de Zamfara. La République arabe d'Égypte a exprimé ses sincères condoléances et sa profonde sympathie au Nigeria, gouvernement et peuple, pour les victimes de l'attaque terroriste qui a ciblé l'État de Zamfara dans le nord-ouest du pays et qui a fait de nombreuses victimes innocentes, ainsi que l'enlèvement de plusieurs femmes et enfants en violation flagrante de toutes les valeurs humaines et des principes du droit international. L'Égypte, dans un communiqué publié ce lundi par le ministère des Affaires étrangères, a condamné toutes les formes de violence et de terrorisme, soulignant sa pleine solidarité avec le Nigeria, gouvernement et peuple. Dans cette douloureuse tragédie, présentant ses sincères condoléances aux familles des victimes et souhaitant un prompt rétablissement aux blessés et la libération immédiate et en toute sécurité des personnes enlevées. Destination le Tchad qui a fermé sa frontière avec le Soudan après des incursions selon le gouvernement tchadien. Le gouvernement tchadien a fermé sa frontière avec le Soudan jusqu'à nouvel ordre après des incursions perpétrées de groupes armés impliqués dans la guerre dans le pays voisin, a-t-on appris lundi de sources officielles. Cette décision fait suite aux incursions répétées et aux violations commises par les forces en conflit au Soudan sur le territoire tchadien, indique un communiqué du ministre de la Communication, Mohamed Jassem Cherif, qui assure vouloir prévenir tout risque d'expansion du conflit au Tchad. Le Tchad se réserve le droit de riposter contre toute agression ou violation de l'intangibilité de son territoire et de ses frontières, avertit-il. Les déplacements transfrontaliers des biens et des personnes sont suspendus, précise le texte qui annonce toutefois la possibilité de dérogations exceptionnelles strictement motivées par des raisons humanitaires. 7 soldats tchadiens avaient été tués mi-janvier près de la frontière dans une altération avec les paramilitaires soudanais. Au Soudan voisin, un conflit qui oppose depuis avril 2023 l'armée soudanaise aux paramilitaires des forces de soutien rapide a fait plusieurs dizaines de milliers de morts et déplacé plus de 12 millions de personnes, dont près d'1 million au Tchad selon l'ONU. Et pour nous donner plus de précisions, nous avons le plaisir d'avoir en ligne son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Moataz Ahmadine, l'ancien adjoint du ministre des Affaires étrangères. Monsieur l'ambassadeur, bonjour et bienvenue avec nous. Bon après-midi, Madame Mahdi, merci pour m'avoir appelé. Monsieur l'ambassadeur, quelle est exactement la nature des incursions évoquées par le gouvernement tchadien? Bon, officiellement, il y a des incursions par les deux parties, mais surtout les forces de soutien rapide étaient impliquées dans des confrontations avec l'armée tchadienne. Comme votre rapport vient de le mentionner, il y a eu des morts dans la part du Tchad. À côté de cela, il y a bien sûr des réfugiés qui vont et qui viennent. Et puis les frontières du Tchad et le Soudan qui s'étendent sur 1400 km étaient un chemin pour la contrebande et de mercenaires et d'équipements pour les forces de soutien rapide. Et maintenant, bien sûr, il y a des confrontations entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide sur le village de Al-Qina, qui est entre le Soudan et le Tchad. Il y a une partie qui est dans le Soudan
et une autre partie qui est dans le Tchad où il y a des tribus mixtes entre les deux pays. Alors bien sûr, avec l'expansion du conflit, cela menace d'avoir une guerre entre le Tchad et le Soudan et c'est pour cela que le Tchad a fermé la frontière. Dans le monde diplomatique, que veut dire la fermeture de frontières par un pays? Qu'est-ce que ça révèle? Bon, ça veut dire qu'on empêche le mouvement de gens, de biens entre les deux pays, parce que cela empêche un problème plus grave. Si la situation restait comme elle l'était, le Tchad risquerait d'avoir des incursions dans le Soudan. Et puis là, il y a bien sûr, la situation est assez compliquée parce qu'il y a des combats qui sont en cours entre l'armée soudanaise et les forces rebelles. Et alors, on ne saura pas plus qui tire contre qui. Et ça risque d'une extension de la guerre, non pas seulement d'incursions limitées de mercenaires ou d'équipements pour une partie ou l'autre. Et dans quelle mesure est-ce que ceci risquerait d'aggraver la situation humanitaire? Bien sûr, le Tchad était aussi un chemin pour recevoir des réfugiés et recevoir l'aide humanitaire pour ces réfugiés. Mais j'ai l'impression que le Tchad a essayé de compter quel serait moins dangereux. Est-ce qu'il vaut mieux rester avec les frontières ouvertes ou bien les fermer? Et malheureusement, il a dû le fermer pour ne pas aggraver la situation. Mais bien sûr, à propos de l'aide humanitaire, ça empêche une voie de plus pour introduire l'aide humanitaire au Soudan et aussi recevoir les gens déplacés qui fuient les combats et sont forcés à entrer dans le pays voisin, le Tchad. Dans quelle mesure est-ce que ceci risquerait de se propager et de dégénérer en une crise régionale? Bon, la crise, elle est déjà régionale parce qu'il y a des problèmes avec le Tchad, avec la Libye, même avec l'Égypte. Il y a 2 jours, le chef des forces de soutien rapide était en Ouganda et il a fait des déclarations envers les pays voisins, y inclut l'Égypte. Il y a bien sûr de l'aide militaire qui arrive aux forces rebelles par des pays régionaux un peu loin, mais bien sûr, les Émirats arabes unis, ils fournissent de l'équipement aux forces de soutien rapide. Alors la crise est déjà régionale. L'Union africaine avait déclaré cela et avait le Conseil de sécurité même, il a empêché les mercenaires et les armes pour les deux parties. Mais bien sûr, il y a toujours l'aide militaire aux forces rebelles qui ne cesse pas à instiguer le conflit et l'étendre comme on l'a vu avec le Tchad. Et quel est le scénario envisagé à votre avis? Est-ce le renforcement de la présence militaire sur les frontières ou plutôt des issues diplomatiques? Le Tchad a déclaré qu'il va renforcer sa présence militaire pour empêcher les incursions. D'autre part, il y a bien sûr plusieurs initiatives diplomatiques qui essayent de calmer la situation, mais quelquefois ça fonctionne, quelquefois pas. Couramment, il y a toujours l'aide étrangère qui arrive aux forces de soutien rapide qui empêche le règlement de la guerre civile qui est au Soudan depuis plus de 3 ans maintenant. À votre avis, est-ce qu'on pourrait parler de transfert ou de divulgation, propagation de la crise soudanaise qui a dépassé les frontières? Bon, bien sûr, ça se passe au Tchad, ça s'est passé en Libye. Heureusement, jusqu'à maintenant, ça ne s'est pas passé
en Égypte. Ça s'est passé aussi au Soudan du Sud. Et bien sûr, une situation telle que la situation courante au Soudan risque de se propager. Et c'est pour ça que la communauté internationale essaye d'intervenir. Mais bien sûr, il y a beaucoup de crises dans le monde, surtout que le système international est en transition. Et là, l'Organisation des Nations Unies se trouve les mains liées contre la volonté des pays régionaux. Et même on a l'Ouganda qui est entré dans la crise en recevant le chef des forces rebelles. Bien sûr, c'est tout à fait dangereux et on ne sait pas ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Excellence, Monsieur l'ambassadeur Moataz Ahmadine, vous êtes l'ancien adjoint du ministre des Affaires étrangères. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. À tout de suite. L'Afrique axe, mais reste toutefois freinée par le défi énergétique. Selon un rapport récent de l'Association africaine des centres de données, Africa Data Center Association, le continent pourrait tripler sa capacité de centres de données d'ici 2030. Une dynamique portée par la souveraineté numérique et l'essor de l'intelligence artificielle, mais confrontée à des contraintes structurelles, notamment énergétiques. Le point dans ce compte rendu. L'Afrique se dirige vers une expansion rapide de ses infrastructures numériques. D'après un rapport publié par l'Association africaine des centres de données, en partenariat avec le cabinet Rising Advisory, la capacité des centres de données africains pourrait tripler d'ici 2030. Aujourd'hui, la puissance informatique active atteint environ 360 MW, tandis que 238 MW supplémentaires sont en construction et 656 MW en phase de planification. Si l'ensemble de ces projets voit le jour, la capacité totale du continent pourrait atteindre près de 1,2 GW. Malgré cette croissance, la part de l'Afrique dans l'infrastructure informatique mondiale devrait rester limitée, autour de 0,6% en raison de l'accélération des investissements dans les grandes économies numériques, notamment aux États-Unis, en Europe et en Asie. Le rapport souligne que le principal obstacle n'est plus la connectivité par fibre optique, mais bien l'accès à une énergie fiable et abordable. Dans certaines zones urbaines, les pertes de transmission électrique peuvent atteindre 25%, compliquant la mise en service de nouvelles installations. Pour répondre à ces défis, les opérateurs misent de plus en plus sur des contrats d'achat d'électricité à long terme, le déploiement de micro-réseaux énergétiques et la proximité avec des infrastructures d'énergie renouvelable. Parallèlement, plus de 40 pays africains ont adopté des cadres juridiques liés à la protection des données, tandis que 15 États ont déjà élaboré des stratégies nationales en intelligence artificielle. Une évolution qui reflète la volonté croissante des gouvernements africains de renforcer leur souveraineté numérique et d'encourager l'hébergement local des données. Selon la présidente de l'Association africaine des centres de données, l'enjeu dépasse largement le rattrapage technologique. Il s'agit d'une véritable course contre la montre pour éviter que le continent ne soit marginalisé dans la nouvelle économie mondiale, fondée sur l'intelligence artificielle et les services numériques.
Le gazoduc Nigeria-Maroc constitue un corridor stratégique pour la souveraineté énergétique ouest-africaine. Le projet énergétique majeur du continent, le gazoduc Nigeria-Maroc, franchit de nouvelles étapes techniques et financières avec l'ambition de renforcer l'intégration régionale, soutenir l'industrialisation et sécuriser les exportations de gaz vers l'Europe. Le projet de gazoduc Nigeria-Maroc, long d'environ 6000 km et estimé à 25 milliards de dollars, progresse vers sa phase opérationnelle. Porté conjointement par la Nigerian National Petroleum Company et l'Office national des hydrocarbures et des mines du Maroc, il s'inscrit dans une logique de coopération sud-sud visant à structurer un espace énergétique intégré en Afrique de l'Ouest. Le tracé longe la façade atlantique et doit traverser plus d'une dizaine de pays avec une section offshore d'environ 5100 km et un segment terrestre de près de 1760 km. À terme, l'infrastructure pourrait transporter jusqu'à 30 milliards de mètres cubes de gaz par an, notamment vers les marchés européens, dans un contexte mondial marqué par la recomposition des chaînes d'approvisionnement énergétique. Au-delà de l'enjeu énergétique, le projet revêt une dimension géopolitique majeure en offrant aux États concernés un levier de souveraineté et de diversification économique. Il pourrait contribuer à réduire les déficits énergétiques régionaux, soutenir l'industrialisation locale et renforcer l'interconnexion des réseaux électriques. Le montage financier repose sur un modèle hybride, associant capitaux publics, financements multilatéraux et investissements privés. Le fonds OPEP a mobilisé 14,3 millions de dollars pour la phase d'ingénierie FID 2, tandis que la Banque islamique de développement et la Banque européenne d'investissement accompagnent la structuration du projet. Les Émirats arabes unis se positionnent comme partenaire financier clé, alors que les États-Unis envisagent une enveloppe pouvant atteindre 8 milliards de dollars via leur instrument de financement du développement. Les études d'ingénierie détaillées finalisées en avril 2024 ont confirmé la faisabilité technique et économique. Les travaux devraient s'étendre de 2026 à 2029 pour une première mise en service à l'horizon 2030, avec des modèles économiques distincts pour chaque tronçon, notamment Nigeria, Côte d'Ivoire et Sénégal, Mauritanie, Maroc, en connexion avec le gazoduc Maghreb, Europe. Pékin renonce à la réciprocité pour renforcer le partenariat commercial avec l'Afrique du Sud. La Chine annonce qu'elle n'exigera pas de concessions tarifaires équivalentes dans son nouvel accord économique avec l'Afrique du Sud, une décision qui s'inscrit dans la récomposition des échanges commerciaux du continent et dans la stratégie de diversification de Pretoria. Le point. La Chine ne demandera pas de réciprocité dans le cadre de l'accord de partenariat économique et commercial récemment signé avec l'Afrique du Sud. L'annonce a été faite par l'ambassadeur chinois à Pretoria, Wu Ping, précisant que Pékin tiendra compte des intérêts sud-africains sans exiger de réduction équivalente des droits de douane. Concrètement, les marchandises sud-africaines pourront accéder au marché chinois en franchise de droit, alors que Pretoria ne sera pas tenu d'abaisser ses propres tarifs sur les produits chinois. L'accord cadre CAPA vise à renforcer les échanges commerciaux et les investissements entre les deux membres des BRICS. Il ne s'agit pas encore d'un accord de libre-échange complet, mais d'une architecture évolutive, avec l'objectif de conclure un Early Harvest Agreement d'ici fin mars 2026, incluant des préférences tarifaires pour certaines exportations sud-africaines. Cette décision intervient alors que la Chine prévoit de supprimer à partir du 1er mai 2026 les droits de douane sur ses importations en provenance des pays africains ayant des relations diplomatiques avec elle, à l'exception de l'Eswatini. Annoncé par le président Xi Jinping lors du 39e sommet de l'Union africaine à Addis-Abeba, cette mesure vise à rééquilibrer des échanges marqués
par un important excédent commercial chinois. L'accord pourrait également bénéficier aux entreprises chinoises opérant en Afrique du Sud, notamment dans les zones économiques spéciales. Pretoria, de son côté, cherche à diversifier ses partenaires commerciaux après l'imposition par l'administration Trump de droits de douane pouvant atteindre 30% sur certains produits sud-africains. Premier partenaire commercial de Pékin en Afrique, l'Afrique du Sud a enregistré en 2025 des échanges bilatéraux évalués à 53,58 milliards de dollars avec des exportations allant du vin et des fruits aux minerais stratégiques. Fin de cette édition quotidienne d'Autour du monde. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine. Au revoir.